Retour dans ce BFM Politique avec vous, Marion Maréchal Le Pen. Dans un instant, c'est Benoît Apparu, ancien ministre, député Les Républicains, proche d'Alain Juppé, qui viendra débattre avec vous pour le face-à-face. Une affiche qu'on pourrait retrouver, c'est-à-dire un juppéiste, une Front National au deuxième tour de la présidentielle, puisque c'est en tout cas ce que suggèrent tous les sondages. On fera donc un peu le match avant le match. Mais d'abord, je voudrais vous interroger sur un certain nombre de points. On a parlé tout à l'heure de la lutte contre le terrorisme. Vous disiez que le Front National au pouvoir irait beaucoup plus loin dans la lutte contre le terrorisme que le gouvernement actuellement. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que le Front National au pouvoir, vous pourriez nous dire là, qu'il y aurait beaucoup moins d'attentats ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les dispositions seraient prises pour éviter cela. Et que si les mesures du Front National avaient été mises en place au moment où il y avait eu les attentats du 13 novembre, il n'y aurait probablement pas eu de 13 novembre. Il n'y aurait pas eu de 13 novembre. Le Front National au pouvoir, il n'y aurait pas eu de 13 novembre. Probablement pas, ne serait-ce parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, trois des terroristes qui ont frappé, ont emprunté la voie des migrants et qu'à cette époque-là, nous n'aurions pas accepté cette politique migratoire. Mais quand on voit que Salah Abdeslam était ici, quand on voit que Mohamed Merah est un enfant de Toulouse... J'allais au bout de ma logique, que la plupart de ceux également qui ont frappé la France, pas seulement le 13 novembre, mais sur les 6 attentats, et même avant cela d'ailleurs avec Merah, Koulibaly, auraient dû être derrière les barreaux. Ça veut dire que si la politique pénale que nous préconisons, par exemple la fin des remises automatiques de peine, comme ça existe aujourd'hui actuellement, ou le retour de la double peine, c'est-à-dire de l'expulsion des étrangers à l'issue de leur peine, eh bien une partie de ces terroristes qui correspondaient à ces critères-là n'auraient pas pu frapper sur le territoire français. Évidemment, c'est pas magique, c'est pas du jour au lendemain, mais en tout cas nous aurions pris des dispositions. Salah Abdeslam a la double nationalité, en l'occurrence franco-belge. Est-ce qu'il faut le déchoir de la nationalité française ? Ça me paraît quand même... Enfin, je ne sais pas, un Français qui trahit son peuple au point de se livrer à une puissance étrangère au nom d'une idéologie meurtrière et qui tue lui-même des Français, je ne vois pas s'il peut justifier son maintien dans la communauté française. Donc il faut le déchoir de la nationalité. Il faut bien sûr le déchoir de nationalité, et je dois dire que je suis très étonnée de cette espèce de, d'émoi de la gauche, parce que la gauche ne s'était pas gênée à une certaine époque pour déchoir de leur nationalité, notamment des communistes qui étaient restés en intelligence avec l'URSS. Je pense notamment à Maurice Thorez ou des choses comme ça. La déchéance de nationalité, c'est pas une mesure de droite ou de gauche dans l'histoire de France. Et pourtant, Marion Maréchal Le Pen, vous avez voté contre. Oui, parce que la réforme est catastrophique. Vous êtes totalement en contradiction là-dessus. Ah non, je ne suis pas du tout en contradiction. Sur ce point précis, vous avez voté contre la déchéance de la nationalité à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas du tout en contradiction. C'est simplement que, contrairement à Nicolas Sarkozy ou une partie de ses députés, je ne me fie pas uniquement à l'opinion publique. C'est-à-dire qu'on a expliqué à l'opinion publique que c'était un texte qui allait élargir le champ de la déchéance de nationalité. Je leur explique que c'est exactement l'inverse que va créer ce texte dans sa rédaction actuelle. C'est-à-dire que sa rédaction actuelle va organiser un champ de déchéance qui est plus restreint que le droit existant, puisque déjà, il va obliger à ce qu'il y ait une condition de condamnation, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble. Vous voudriez pouvoir déchoir, même s'il n'y a pas de condamnation. Oui, alors c'est quoi, c'est au feeling? Ça existe, non pas du tout. Non mais qui décide? Non mais ça existe. Sur quels critères? Non mais ça existe actuellement dans le droit actuel, et il y a notamment sur l'article 25 du Code civil pour la déchéance de nationalité des personnes naturalisées, le fait que l'on ait par exemple une intelligence avec l'ennemi, qu'on se mette au service d'une armée étrangère. Il n'y a pas nécessairement besoin d'une condamnation pour cela. Dans le droit existant. Mais qui juge? C'est par décret, donc c'est le gouvernement. Mais qui juge qu'il y a eu intelligence avec l'ennemi? Le gouvernement, c'est par décret. C'est une mesure par décret. Donc il n'y a pas besoin de preuves, il n'y a pas besoin de condamnation? Oui, enfin, je veux dire, honnêtement, on est quand même pas des gens à ce point irrationnels pour utiliser la déchéance de nationalité de façon totalement massive. Enfin, je veux dire, ce serait parfaitement grotesque. Surtout que je rappelle quand même que l'un des grands drames aujourd'hui, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'elle nous interdit, je dis bien nous interdit d'expulser les terroristes déchus de leur nationalité au prétexte qu'ils pourraient subir des traitements inhumains et dégradants dans leur pays d'origine. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je crois que surtout, avant de déchoir de leur nationalité, c'est-à-dire de traiter en aval le problème de façon, on va le dire, assez anecdotique, parce que c'est pas ça qui va régler le problème du terrorisme en France. Il faut traiter le problème en amont. C'est-à-dire que c'est la question aussi de l'acquisition de la nationalité qui doit être mise sur la table. Est-ce qu'aujourd'hui, l'acquisition de la nationalité n'est pas trop facile, trop massive? Je pense notamment au sujet du droit du sol. Est-ce que le seul fait de naître aujourd'hui sur le territoire français doit suffire à pouvoir obtenir quasi automatiquement la nationalité à 18 ans? Moi, j'en suis pas convaincue. J'en suis pas convaincue. Je voudrais vous interroger aussi sur l'accord qui a été fait ce week-end entre l'Union européenne et la Turquie sur la question justement de l'accueil des migrants. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah bah, je pense que c'est une victoire par chaos de la Turquie sur l'Union européenne. Que non seulement la Turquie a obtenu 6 milliards en tout de versements, qu'elle va obtenir d'ici quelques mois la levée totale des visas des Turcs pour se rendre dans l'Union européenne, qu'elle a obtenu l'accélération des négociations d'entrée dans l'Union européenne qui avaient déjà été avancées par Sarkozy puis après par Hollande. Pourquoi ? Pour qu'elle récupère une partie des migrants qui traversent la Grèce pendant que nous récupérons les migrants qui sont donc dans ces camps de réfugiés. Donc en gros, l'Union européenne s'est fait avoir. Bah, l'Union européenne s'est fait complètement avoir, d'autant plus que je rappelle que c'est quand même un Mais on partenaire. n'a pas besoin de travailler quand même avec la Turquie dans cette gestion des migrants. Déjà, peut-être avant d'octroyer tout ça, aurait-il fallu demander à la Turquie de clarifier un peu sa position. Parce que, pardonnez-moi, mais c'est quand même une puissance extrêmement trouble avec l'État islamique. On sait, tout le monde le sait, tous les rapports le disent, y compris les rapports parlementaires, que les financements de l'État islamique passent par la contrebande de pétrole et de coton qui passent par la frontière turque et que Erdogan ferme les yeux dessus. On sait que les djihadistes passent, que Erdogan ferme les yeux dessus. On sait que la Turquie bombarde les Kurdes, alors même que c'est une armée qui combat aujourd'hui l'État islamique. Donc on ne devrait pas dialoguer avec la Turquie ? Mais en tout cas, absolument pas dans ces conditions. La première des choses aurait été déjà de demander de clarifier la position. Et si elle ne clarifiait pas cette position, il aurait fallu changer radicalement ce système politique-là. Alors voilà pour les relations avec la Turquie. Les relations avec la Syrie, vous deviez y aller, vous avez prévu d'y aller. Pour le coup, dialoguer avec Bachar el-Assad, ça en revanche, c'est possible. Moi, oui, alors j'ai prévu en effet un voyage en Syrie, il n'est pas confirmé. Moi, j'ai pas d'affinité. Vous aviez prévu de partir en février, et puis finalement le voyage a été repoussé. Pour l'instant, c'est pas du tout au programme de rencontrer Bachar el-Assad. Je dis juste que moi, je n'exclus pas de le voir. Je suis dans la politique du réel et je considère que les intérêts français doivent nous conduire à avoir une relation avec Bachar el-Assad. Voilà. Et en particulier aujourd'hui le gouvernement avec les renseignements syriens. Je veux dire, je ne suis pas en train de défendre la politique de Bachar el-Assad, je ne suis pas une fan de Bachar el-Assad, c'est pas du tout le cas. Je dis juste que si Bachar el-Assad tombait au profit aujourd'hui de l'État islamique ou d'autres groupes islamistes, parce qu'il n'y a pas de rébellion modérée malheureusement aujourd'hui en Syrie, eh bien ce serait pire. Voilà. Non seulement pour les Européens parce que ça accélérerait la crise migratoire, mais aussi pour les minorités, mais pas seulement, simplement pour la stabilité de l'État syrien là-bas. Dans un instant, c'est Benoît Apparu qui nous rejoindra, mais juste un dernier mot sur François Hollande qui a commémoré hier, donc le 19 mars, la paix en Algérie, alors que jusqu'à présent c'était plutôt commémoré le 18 mars, c'est-à-dire le jour des accords d'Évian. Est-ce que ça vous choque ? Oui, ça me choque. Mais je vais vous dire, moi je suis habituée à ce gouvernement qui systématiquement prend manifestement un malin plaisir à être dans la repentance, l'autoflagellation, à commémorer les défaites, une haine de soi, si je peux dire, d'État. Et en même temps, il faut aussi tenir compte de l'autre partie, non, a posteriori ou... Oui, non, enfin moi, la partie dont j'ai envie de tenir compte, en l'occurrence, c'est les Français d'Algérie qui se sont fait tuer par dizaines de milliers, c'est les harkis, c'est-à-dire les Algériens qui ont choisi la France et qui se sont fait massacrer, c'est nos soldats français qui se sont fait enlever, c'est ces souvenirs-là. Extrêmement douloureux, honteux, même il faut bien le dire à l'époque pour la France. Et je trouve malheureux qu'il y ait cette haine de soi qui soit organisée au niveau de l'État. Je pense que les Français n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin qu'on leur rappelle justement les moments importants de leur histoire et valorisants. On accueille tout de suite Benoît Apparu pour le face-à-face.